Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors dernièrement, j'ai décidé de consacrer des vidéos à part entière pour répondre à des questions qui sont extrêmement récurrentes parmi les questions que vous me posez. Mais étant des questions qui ont besoin d'une réponse extrêmement articulée, y répondre en 2 ou 3 lignes dans les commentaires ou bien en les insérant dans les vidéos de questions-réponses devient assez laborieux. Donc aujourd'hui, la vidéo aura pour thème une question qui, comme je l'ai dit, revient assez fréquemment, c'est-à-dire pourquoi la majeure partie des êtres humains s'incarnent sans mémoire? Eh bien simplement parce que sinon ce serait trop facile. Voilà, très bien. La vidéo pour aujourd'hui est terminée. Non, je rigole. Pardon, c'est l'été, la chaleur, donc je reprends. Tous les êtres humains ne naissent pas tous complètement amnésiques. Il y en a certains, comme moi par exemple, qui s'incarnent avec les mémoires de vie passée ou bien les mémoires de l'existence qu'ils ont menée en dehors de l'incarnation humaine. Mais cela a lieu pour 2 raisons. La première raison, comme par exemple dans mon cas, est que la mémoire est nécessaire pour faire le travail auquel nous avons été appelés à faire pendant notre incarnation. Personnellement, j'ai la chance d'être sortie du cycle d'incarnation humaine, donc ma présence ici est un choix conscient de ma part. Même si c'est un choix dont je me mords les doigts d'avoir exercé à chaque fois, parce que lorsque je ne suis pas incarnée, n'étant plus émergée dans un environnement comme celui-ci de la Terre, où l'on ressent de la souffrance physique et morale, eh bien tout semble extrêmement simple et facile. Donc j'avais déjà utilisé cet exemple dans une vidéo précédente, mais c'est un petit peu ce qui arrive lorsqu'une femme est enceinte par exemple de son 2e enfant. Donc pendant qu'elle accouche de son premier enfant, elle a la majeure partie des fois tendance à se maudire d'avoir eu la brillante idée de se reproduire, mais en fait toute cette douleur vient complètement surpassée par l'immense joie que l'on ressent d'avoir son enfant dans les bras. Et donc passé un certain laps de temps, on a tendance à oublier la douleur subite pendant l'accouchement, ou du moins à la minimiser par rapport au bonheur que nous avons connu par la suite. On se maudit une autre fois d'avoir procréé lorsque ce même enfant entre dans l'état de l'adolescence, mais ça, c'est un autre discours. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque je ne suis pas incarnée, donc là, je parle vraiment en mon nom, la mission que l'on me demande d'accomplir me semble tellement importante et enthousiasmante que toute la douleur collatérale que je sais que je subirai me semble à chaque fois dérisoire, et donc j'accepte à chaque fois de m'incarner à nouveau. Ensuite, une fois ici, même en ayant cette mémoire, même en sachant pourquoi je suis ici, il est vrai que là aussi, toujours pour ma part, l'intensité des émotions vécues est un très grand frein à l'accomplissement de ce que je viens faire. Et c'est vrai que très souvent, j'ai un grand besoin de m'isoler du monde pour pouvoir me recentrer sur ce que je dois faire. Parce que dès que je rentre dans la mêlée, comme on dit, je viens, à cause de ma très grande empathie, facilement submergée par les dynamiques de la vie quotidienne, comme le travail, la famille, etc. Ou simplement les relations humaines, comme chacun d'entre nous. Et je rentre assez facilement dans un espèce d'état nébuleux où je perds un petit peu le point de la situation. Disons que dans mon cas, quand je suis assaillie par la douleur, j'ai tendance à m'éloigner un petit peu de mon corps, à partir. Donc c'est pour ça que j'ai un peu cette sensation de nébulosité. Donc naître
avec des mémoires n'est pas une fin en soi. Ou du moins, je répète, comme dans mon cas spécifique, ce n'est pas une fin en soi pour moi. Il est vrai que d'avoir une mémoire nous permet de pouvoir nous raccrocher à quelque chose, à des certitudes, et qui vont au-delà de la foi aveugle, et aussi à nous extraire un petit peu plus facilement que les autres de certaines situations et réussir à les voir avec un petit peu plus de hauteur, à les considérer comme un simple jeu de rôle. Un point qui peut être considéré comme négatif dans le fait d'avoir encore la mémoire, pas tant d'un point de vue physique, mais plutôt sensoriel, est toujours, dans mon cas, de me rappeler de ce que signifie d'être constamment baigné dans l'amour inconditionnel. Le problème de ce genre de mémoire est que je suis constamment dans un état de comparaison entre cet état d'amour inconditionnel et l'état dans lequel je suis lorsque je suis incarnée. En fait, je suis quasi constamment dans un état de nostalgie. Donc je sais bien sûr que l'état dans lequel je suis incarnée est un état de transition, que ce n'est pas un état dans lequel je serai infiniment. Et ça, c'est très rassurant. Le fait de savoir qu'il y a une date de péremption sur ce corps est pour ma part quelque chose de positif, parce que cela veut dire qu'il y a une fin à ma souffrance émotive. Donc ne partez absolument pas du principe que d'avoir une mémoire porte forcément à quelque chose de positif dans notre incarnation humaine. Une deuxième motivation de la présence d'une mémoire d'une vie passée est que cette mémoire animique nous est utile dans l'incarnation actuelle pour nous éviter de répéter pour la millième fois un même type d'incarnation et nous permettre d'aller de l'avant. Alors bien souvent, nos mémoires ne sont pas innées, mais elles refont surface pendant notre existence à travers par exemple un rêve, une méditation, ou parce que nous avons utilisé des techniques comme par exemple l'hypnose régressive pour essayer de mieux comprendre une problématique récurrente de notre vie. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, par exemple, dans les vidéos où j'ai traité des annales akashiques, lorsque vous décidez de mettre en place certains instruments et que vous posez des questions par rapport à votre situation actuelle, ce ne sont pas toutes vos mémoires qui referont surface, mais seulement celles qui ont une utilité objective pour résoudre un problème actuel. Donc il est inutile de savoir à tout prix si vous avez été brûlé sur un bûcher ou si vous avez été un guerrier, etc., etc. Si les expériences passées que vous avez vécues n'ont pas d'utilité dans votre incarnation actuelle, elles ne referont pas surface. Mais partons du début. Quelles sont les motivations qui nous poussent à nous incarner? Alors, un des scénarios possibles est le suivant. Vous ne vous êtes jamais incarné et donc vous n'avez jamais expérimenté les émotions. Mais surtout, ce que sont les émotions de basse fréquence. Comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, lorsque nous nous trouvons dans la source, par exemple, si on veut l'appeler comme ça, notre existence est une existence statique. C'est-à-dire que sans éléments perturbateurs, par rapport à l'environnement vibrationnel dans lequel nous vivons, nous n'avons pas de moyens d'évolution ou d'involution. Nous sommes donc dans un état statique permanent. Donc nous avons la possibilité d'effectuer des expériences en dehors de cet état statique et l'incarnation humaine est une des nombreuses possibilités à disposition. Alors, c'est une possibilité assez drastique par rapport à d'autres parce que comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, à l'intérieur de notre dimension terrestre, nous pouvons rentrer en contact avec une infinité d'émotions. Et donc, pour qui n'a jamais expérimenté les émotions comme la peur, l'angoisse, etc.,
Entrer en contact direct avec elle équivaut à un choc frontal extrêmement violent qui nous porte donc par la suite à avoir des réactions, elles aussi, extrêmement violentes en signe de défense. Donc dans cet état de première incarnation, il est très facile de choisir d'entamer une expérience humaine car nous ne sommes pas vraiment conscients des conséquences d'une telle expérience. C'est comme si vous disiez à un très jeune enfant qui n'a jamais expérimenté ce qu'est le feu de poser sa main sur la vitre de la cheminée qui est allumée bien sûr. Donc l'enfant ne se posera pas de question de savoir si c'est chaud ou si c'est froid, puisqu'il ne sait même pas ce que ça veut dire de se brûler, parce qu'il ne l'a jamais expérimenté. Donc, il mettra sa main sur la vitre de manière extrêmement sereine. Mais à peine il aura posé sa main sur la vitre, il sentira la douleur de la brûlure et il pourra expérimenter pour la première fois ce que c'est de se brûler. Pour l'incarnation, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est la première motivation qui pousse une âme à s'incarner pour la première fois. Vous avez ensuite les personnes qui sont dans mon cas, qui ne sont pas obligées de s'incarner, mais le font car elles sont chargées d'accomplir quelque chose de spécifique. Alors, on n'est pas des Jésus, hein, et on n'est pas non plus des maîtres ascensionnés. Ou du moins, je ne pense pas. Par exemple, dans mon cas spécifique, mon travail consiste surtout à interagir avec le bas astral et en fait à faire ce que je faisais lorsque j'étais un ange, c'est-à-dire transporter des informations d'un bas astral aux dimensions plus élevées, parce que ceux qui se situent dans une dimension de haut niveau, de haute vibration, ne peuvent pas accéder à une très basse dimension sans y être complètement aspirés. Ils ne sont pas du tout habitués à interagir avec de telles vibrations. Ils font donc appel à des âmes qui ont déjà vécu des expériences humaines, qui ont réussi à sortir du cercle des incarnations, même s'ils n'ont pas tout résolu, et qui sont capables de maintenir un niveau de conscience assez élevé pour ne pas succomber aux dynamiques humaines. Et donc disons que les personnes comme moi, nous sommes une espèce de voie du milieu entre les êtres qui sont de très haut niveau et ceux qui sont de très bas niveau, parce que nous arrivons à nous déplacer d'un extrême à l'autre, car grâce aux expériences humaines accumulées, nous avons appris à moduler notre énergie, sans en devenir complètement esclave. Ensuite, la troisième possibilité que vous avez sont des âmes qui ont déjà fait une incarnation humaine et qui ont donc déjà expérimenté ce qu'est la douleur physique et émotionnelle. Donc ça, c'est la majorité des personnes qui sont présentes sur cette planète en ce moment. Mais qu'est-ce qui les pousse à continuer le cycle d'incarnation? C'est qu'en fait, elles n'ont pas le choix. Elles se sont, encastrées dans une dynamique spécifique. Elles se retrouvent, disons, prisonnières d'énergie, pour la plupart de basse fréquence, qu'elles n'ont pas réussi à gérer en une seule incarnation. Et donc, pour pouvoir en sortir, elles doivent apprendre à ne plus être sous l'emprise de ces mêmes énergies. Donc, ces mêmes âmes, avant de s'incarner, sont conscientes du travail qu'elles doivent faire. Elles savent qu'elles n'ont pas le choix. Et disons que grâce à la prospective d'évolution de leur conscience qu'elles ont devant eux, elles se font courage pour entamer une nouvelle incarnation. Donc dans cette vidéo, je vais m'intéresser spécifiquement à cette dernière catégorie, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà vécu des expériences humaines et qui continuent de s'incarner. Mais alors, pourquoi nous nous incarnons sans cette fameuse mémoire? D'un point de vue humain, tout ce système a l'air extrêmement cruel parce qu'on a la conception du fait que si nous avions la mémoire de nos vies passées, il y aurait beaucoup moins de douleurs sur Terre. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur les émotions,
Les émotions que nous avons ici sont fondamentales pour notre croissance. En fait, ce que je vous ai dit au début de la vidéo en plaisantant, sur le fait que sinon ce serait trop facile, et ben en fait c'est exactement ça. Donc, reprenons du moment où nous décidons de nous incarner. Alors, j'ai volontairement mis de côté toutes les âmes qui sont encastrées dans les dimensions de basse fréquence parce que même si elles aussi s'incarnent sans mémoire, c'est une dynamique un petit peu plus compliquée. Donc, pour tous ceux qui ont vu le film Nos Solars, je remets la fiche ici, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, vous vous rappellerez certainement qu'une grande partie du film est consacrée à raconter l'existence d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas incarnées, qui ne sont plus incarnées et qui passent énormément de temps à planifier leur prochaine incarnation. Donc en fait, lorsque l'on décide de faire une incarnation humaine pour résoudre une certaine dynamique, l'âme, en accord avec d'autres âmes qui auront composé ce cercle familial par exemple, ou des personnes qu'elle rencontrera tout au long de sa vie, mettra en place des dynamiques qui puissent l'aider à manifester les événements qu'elle devra ensuite résoudre. Donc faisons un exemple concret. Disons que dans une vie passée, j'ai été accusée à tort d'un crime que je n'ai pas commis. Mais dans cette vie, étant une personne, disons, faible, que ce soit d'un point de vue moral que d'un point de vue physique, je n'ai pas pu me défendre et donc j'ai développé un très grand sens d'injustice. Ce sentiment d'injustice, je l'ai donc emmené avec moi lors de ma mort physique. Donc pour résoudre ce sentiment d'injustice qui me pèse, dans la prochaine vie, je décide de mettre en place des instruments qui puissent me permettre de résoudre cette même émotion. Donc par exemple, dans la vie précédente, j'aurais pu être un enfant ou bien une femme qui, dans le contexte social de l'époque, avait très peu de poids. Donc par exemple, dans cette vie, je peux décider d'être un homme très fort ou bien je peux décider d'être à nouveau une femme, mais socialement haut placée, ou alors d'avoir un certain type de caractère. Bref, je planifie une dynamique qui puisse m'aider à affronter au mieux cette nouvelle incarnation. Mais le tout sans mémoire. Parce que si j'avais la conscience de la dynamique qui me pousse à avoir certaines réactions, ces réactions ne se manifesteraient pas. Alors, c'est comme si, par exemple, on faisait une expérience avec vous pour voir si vous êtes une personne honnête. Donc, pour tester votre honnêteté, on vous mettra dans une pièce où se trouve une table avec une coupe remplie de billets de banque. La personne qui vous accompagne jusqu'à cette pièce prétexte qu'elle a oublié quelque chose dans l'autre salle et vous laisse donc seule dans cette pièce avec tout cet argent. Donc, une personne intimement honnête ne touchera pas au billet, alors qu'une personne intimement malhonnête y touchera certainement. Mais là où l'expérience serait faussée, et si la personne malhonnête était consciente de la présence d'une caméra de surveillance. La caméra est donc la mémoire. Sachant qu'il est filmé, il ne touchera donc pas au billet de banque. Et donc sa validation de son honnêteté sera faussée. Eh bien, pour l'incarnation, c'est exactement la même chose. Vous êtes ici pour résoudre ou pour expérimenter des choses. Donc si vous savez que en face de vous, la personne qui vous fait subir un tort le fait de manière inconsciente pour vous permettre d'apprendre à pardonner, eh bien, vous le pardonnerez très facilement car vous ne serez même pas touché émotivement par le tort subi. Je dirais même que vous ne vous mettrez même pas en colère parce que vous savez que derrière ce comportement se cache une volonté d'avoir un certain type de réaction de votre part. Alors, c'est comme, par exemple, à la télévision, on fait des caméras cachées. Alors, je me souviens d'un épisode que j'avais vu il y a quelques années de ça, à la télévision. Et c'était une jeune fille avait fait croire à sa mère qu'elle était enceinte.
Et donc la mère, ne sachant pas que c'était une caméra cachée, a eu une réaction extrêmement virulente envers sa fille, qui était très jeune à l'époque, parce que ça me semble qu'elle devait avoir 15 ou 16 ans. Et la réaction de cette femme avait choqué cette jeune fille, parce que sa maman lui avait toujours dit qu'elle aurait toujours été dans la bienveillance. N'importe quelle décision aurait pris sa fille, elle aurait toujours été à son côté, etc., etc. Alors que la réaction qu'elle a été tout autre. Elle lui a dit qu'elle ne voulait rien savoir, qu'elle aurait pu aller chez son père, que c'était même plus sa fille, enfin bon bref, etc., etc. Donc, grâce au fait de ne pas être consciente d'être observée, sa vraie nature s'est manifestée. Alors que si elle avait été au courant de la présence des caméras, elle aurait certainement fait bonne figure, elle aurait fait croire d'être une mère absolument compréhensive, etc. Donc l'élément de l'absence de la mémoire est extrêmement importante dans l'incarnation, parce qu'elle nous aide à révéler notre vraie nature pour pouvoir par la suite travailler sur ces mêmes émotions qui se manifestent. Ce qui est extrêmement important aussi de savoir par rapport à l'incarnation humaine et par rapport au choix des âmes qui composent notre cercle familial, par exemple, est que, comme je l'ai dit là aussi dans les vidéos précédentes, le choix des personnes qui feront partie de notre vie pendant l'incarnation humaine est extrêmement importante, car ce seront elles qui nous aideront à manifester les problématiques que nous devons résoudre. Lorsque nous prenons possession de notre corps à la naissance, ou un petit peu plus tard pour d'autres cas, ce que nous subissons pendant l'enfance, ce n'est pas la révocation d'événements, mais c'est surtout d'émotions déjà exprimées dans la vie passée. Nous choisissons des parents bien spécifiques qui seront la clé dans la manifestation de ces émotions. Donc généralement, les personnes que nous avons autour de nous ne sont pas celles qui nous provoquent des traumas, mais qui réévoquent des traumas. C'est-à-dire que si dans la vie passée, j'ai subi des violences et que je n'ai pas réussi à les résoudre au niveau émotif, j'irai choisir spécifiquement des âmes qui manifesteront cette violence à mon égard pour pouvoir réévoquer celle du passé. Donc toutes les personnes, les événements que nous rencontrerons tout au long de notre incarnation se manifesteront dans le seul but de nous permettre de mettre en lumière les choses que nous devons résoudre. Donc rejeter toute la faute sur nos bourreaux ne sert absolument à rien. Mais attention, là aussi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter la violence, qu'elle soit physique ou émotive. Je suis juste en train de dire que ce qui nous arrive a une utilité physiologique dans notre incarnation. Donc une fois que ces événements ont lieu, nous avons deux choix. Ou nous les ignorons, et donc la vie fera en sorte de nous faire rencontrer d'autres personnes et vivre d'autres expériences qui nous referont surgir ces émotions qui doivent être guéries, jusqu'à ce que la souffrance qu'elles nous apportent devienne insoutenable et que nous décidions finalement de les affronter. Ou bien, nous mourrons une fois encore avec ces mêmes traumatismes. Et une fois de plus, nous devrons planifier une autre incarnation avec des âmes pour pouvoir, une fois de plus, manifester ces situations pour pouvoir les résoudre. Ou bien, la deuxième solution est que face à ces dynamiques, nous décidons de mettre en place un parcours avec des instruments spécifiques qui pourront être un parcours psychologique, de psychothérapie, ou bien des instruments qui peuvent être mis en place, par exemple comme l'hypnose, les constellations familiales, etc., pour pouvoir les résoudre de manière définitive. Donc le fait de ne pas avoir de mémoire n'est pas quelque chose qui va contre nous, mais c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir affronter ce qui nous arrive. Si nous avions la pleine conscience des dynamiques qui se créent,
alors nous n'aurions pas besoin de faire d'incarnation humaine et celle-ci serait inutile et stérile. Si nous jouons à un jeu, mais que nous avons les codes de triche, alors le jeu en lui-même n'a plus du tout d'intérêt. Donc voilà, cette vidéo pour aujourd'hui est terminée. J'espère que j'ai réussi à vous apporter quelques éléments en plus pour pouvoir vous éclairer. Si ce n'est pas le cas et que vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo, je vous invite à les écrire dans les commentaires. Si c'est une question qui ne nécessite que de quelques lignes, j'y répondrai tout de suite, ou du moins j'y répondrai dès que j'ai un petit peu de temps. Alors je sais que beaucoup d'entre vous reçoivent des réponses à leurs questions au bout de quelques semaines, voire quelques mois, et de cela je vous demande pardon, mais entre mon travail et ma vie privée, que je fais passer absolument en premier, j'ai très peu de temps à disposition. Donc je vous demande d'avoir un petit peu de patience. Par contre, si la réponse a besoin d'être un petit peu plus articulée, je l'insérerai dans la vidéo spécifique où je réponds à vos questions. Si en revanche elle est extrêmement intéressante ou récurrente, j'en ferai une vidéo à part entière comme celle-ci. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur ce canal et que les vidéos que je fais vous intéressent, pour être informé des prochaines publications qui ont lieu une seule fois par mois, je vous invite à vous inscrire afin de recevoir la notification des prochaines vidéos. Pour le reste, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se revoit le mois prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!